bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Parmi les compétitions officielles, le Festival de Cannes a toujours eu une place particulière dans le cœur des cinéphiles. Et si à une époque je le regardais de loin tant il peut donner, à raison parfois, une image assez élitiste, au fil des années, je me suis penché de plus en plus dessus pour m'ouvrir à tout un pan du cinéma d'auteur. Possiblement exigeant, mais toujours intéressant. Et notamment de regarder les fameuses palmes d'or, la récompense ultime, parfois pour le meilleur, Parasite, Anora, Anatomie d'une chute, mais aussi pour le pire, Titan, c'était compliqué et The Square est horrible. Et tout ce discours n'est pas là par hasard puisque Fjord, le film de cette vidéo, a été justement primé cette année. Une palme assez particulière car Christian Mungiu avait déjà été récompensé en 2007 pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours, rejoignant une liste très restreinte composée entre autres de Coppola, des Dardenne, de Ken Loach ou l'affreux Robert Oslund. Si vous n'aviez pas compris que j'aime pas le boog, un film que je n'ai pas vu, comme tous les Mungiu jusqu'à présent d'ailleurs. J'étais donc impatient de découvrir son cinéma, d'autant plus que les retours étaient globalement très positifs, même si on sent que pour certains ça a franchement divisé. En même temps, il faut dire que le sujet de Fjord est assez casse-gueule. Les Giorgio, couple romano, par lui, norvégien, par elle, s'installent dans un petit village avec leur famille de 5 enfants. Alors que tout se passe bien et qu'ils s'intègrent à la communauté, un des membres du corps enseignant constate la présence d'échymoses sur le corps de la fille aînée. Immédiatement, les services d'aide à l'enfance sont prévenus et se pose alors la question du type d'éducation qu'appliquent les parents. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que les Giorgio sont évangélistes, des chrétiens très traditionnalistes. Et du coup, qu'ai-je pensé de Fjord? C'est incroyable. Je l'ai répété dans plusieurs vidéos, mais je suis un spectateur du fond, du scénario. C'est pour moi l'élément central dans le fait que je vais accrocher ou non un film. Et Fjord est totalement pour moi sur ce point-là. Chaque aspect du film, chaque scène, chaque dialogue, absolument tout est là uniquement pour servir ces thématiques. La principale étant les limites de nos idées, de nos convictions, la remise en question de nos affirmations, de nos jugements. Le maître mot du film, c'est ambivalence. Mungiu est sur la corde raide en permanence. Ça aurait été beaucoup plus simple de prendre un parti pour l'un ou pour l'autre. Il ne le fait jamais. Pour chaque argument qu'il va nous donner dans un camp, il va immédiatement derrière en donner un autre pour le camp adverse. Lorsqu'on va constater ces fameux bleus sur le corps de la fillette, le corps enseignant va s'inquiéter pour elle et va immédiatement soupçonner les parents. Sauf que des bleus chez des enfants, c'est pas si inhabituel. Ça court, ça se cogne un peu partout, ça tombe. D'autant plus qu'on ne constate ces bleus que chez l'aîné et qu'en ce moment, en cours de PS, ils font de la lutte, soit un sport où on prend des coups. Oui, mais les enfants derrière vont dire que les parents les frappent. Sauf qu'on assiste à l'interrogatoire et qu'ils parlent bien de punition physique, mais ils ne précisent jamais le type, la force, la quantité. Si certains veulent déjà me tomber dessus pour ce commentaire, attendez un petit peu, je ne cherche pas à minimiser. Mais il faut prendre également en compte le fait qu'ils sont roumains. Et l'interrogatoire, lui, est fait en anglais et norvégien entre les professeurs. Donc il y a un possible problème de barrière de la langue. Oui, mais les parents eux-mêmes ont avoué. Et là encore, ils admettent seulement des fessées, uniquement, et je paraphrase, si c'est nécessaire. La barrière de la langue s'applique peut-être encore plus au père roumain qui lui parle très peu le norvégien. En parlant de barrière de la langue, je trouve qu'il y a eu des choix de traduction assez étranges avec les sous-titres. À plusieurs reprises, on a Miaï, le père, qui va utiliser le mot slap, donc qui veut dire plutôt gifler, et qui dans les sous-titres vont être traduits par frapper. Je trouve que ça ne traduit pas vraiment la même intensité. Et dans le film, et pour le coup là je crois que c'est totalement volontaire, le père utilise à plusieurs reprises le mot slap, mais suite a besoin de préciser slap sur les fesses. Mais aussi selon eux, ces punitions physiques viennent directement de leurs croyances et de leur culture. On le reverra avec une certaine expression en roumain qui reviendra au cours du procès, qui est présente dans la bande-annonce. Mais Mungiu est même encore plus malin parce qu'à aucun moment dans le film, quand bien même on est du point de vue de la famille, on ne voit les parents frapper leurs enfants. On sait que lorsqu'ils ne respectent pas les règles, ils sont punis, ils sont privés de sortie. On découvre lors d'une scène, tandis que le père est en train d'interroger ses enfants sur la Bible, qu'il y a tout un système de points. En cas de bonne réponse ou bon comportement, ils gagnent des points. Si à l'inverse, ils se comportent mal ou ne savent pas répondre aux questions, ils en perdent. Et là, le père qui sort à un de ses gamins, tu n'as plus que 9 points, tu sais ce qui va se passer si tu continues de baisser. On ne le saura jamais. Le réel joue même sur les situations parce qu'il arrive des moments où le père se retrouve dans une situation où il est vraiment énervé, où on se dit oula, là on va le voir frapper son enfant, et ça ne se passe pas. Le seul moment de violence auquel on assiste, c'est lorsque la mère appelle ses enfants pour dîner, qu'ils débarquent en trombe et qu'ils ont failli renverser une casserole d'eau bouillante sur le bébé. Et donc elle a eu un geste vraiment, un réflexe de répulsion. Et vraiment, pour montrer encore l'intelligence de tout ça, on ne voit pas le geste lui-même, on ne voit que la finalité. Le reste se passe derrière un mur. Et comme je disais, on est de leur point de vue, donc on peut constater que ces parents aiment sincèrement leurs enfants. De ce que l'on voit, ce sont des gens bien. Ils s'entendent bien avec tout le monde, ils sont appréciés, ils s'intègrent très facilement, ils sont toujours prêts à aider. Je pense notamment à leurs voisins qui se composent du directeur de l'école des plus âgés et d'une avocate. Et il se trouve que le père du premier a eu des gros soucis médicaux, ce qui fait qu'il ne se déplace qu'en fauteuil roulant et ne parle pas.
Eh bien, la mère des Giorgio se propose naturellement d'aller le promener de temps en temps. Avec le peu d'éléments qu'on a, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de lancer une telle procédure aussi vite? Le truc, c'est que, voyez-vous, il y a leur foi. Comme je le disais, ce sont des gens très croyants qui revendiquent leur foi et qui éduquent leurs enfants tels quels. Les enfants n'ont pas le droit d'écouter de la musique moderne, ils n'ont pas le droit d'aller sur Internet, ils n'ont pas de téléphone portable. Ils ont tous les jours des jours de catéchisme donnés par leurs parents, ils sont interrogés dessus, ils ont l'obligation de faire la prière. C'est même un peu plus tendancieux parce que eux disent qu'ils n'ont pas l'obligation, mais que s'ils le font pas, ils perdent des points. Et du côté des parents, on voit notamment la mère faire du prosélytisme à son travail. Étant donné qu'elle travaille au pont funèbre, proposer une aide religieuse à des gens qui sont moralement dans le besoin, ça peut être assez problématique, à moins qu'elle soit vraiment motivée par des intentions sincères. Elle est tellement pieuse qu'elle porte un foulard sur la tête. Et pour en revenir aux enfants, il y a carrément déjà eu un signalement sur la plus petite d'entre elles lors d'un cours sur la question du genre, disant à sa camarade lesbienne que l'homosexualité est un péché. Scène qui, cela dit, est hors champ, donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et c'est là que le piège de Moonju se referme. D'un point de vue purement extérieur, on entend intégrisme religieux et enfant avec des bleus, on a une alarme dans notre tête qui s'allume. Je trouve d'ailleurs vraiment intelligent de la part du réel d'avoir choisi une famille chrétienne plutôt que d'aller dans la facilité et de choisir une famille musulmane. Déjà parce que ça permet de montrer qu'entre les religions, au final, il y a quand même bien plus de ressemblances que de différences. Mais surtout, à une époque où la notion de grand remplacement est devenue à la mode, utiliser une religion qui est culturellement plus proche de l'Europe permet d'avoir encore des propos beaucoup plus ténus. Là où pour beaucoup ça aurait été très simple de dire simplement ce sont des musulmans, ils n'ont juste rien à voir avec nous, donc c'est bon, je suis du côté de la justice. Là c'est beaucoup plus difficile de critiquer leur culture quand cette culture, en un sens, c'est la nôtre. Mais encore une fois, on n'est pas d'un point de vue extérieur, on est de leur point de vue et on voit qu'ils aiment leurs enfants, ils n'ont pas l'air de les frapper. Oui, mais le réel joue sur le hors-champ, donc qu'est-ce qu'il nous cache? D'autant plus que les parents ont avoué les fessées. Oui, mais est-ce que ça vaut une telle réaction? Ben oui, une fessée reste une violence physique. Mais juste pour des fessées, est-ce que ça valait le coup d'aller jusqu'à un procès? Il n'y a jamais le temps de se poser et de prendre parti que toujours il y a un nouvel élément qui vient rabattre les cartes. Qui plus est, de ce qu'ils disent, ces châtiments corporels ne sont pas donnés gratuitement, ils sont cohérents avec leurs croyances. Or, la Norvège est un pays qui respecte la liberté de culte. Donc ça devrait être autorisé. Oui, mais ils frappent leurs enfants. Encore une fois, ils admettent des fessées. Est-ce que si peu, et les guillemets sont volontaires, ça vaut le coup de lever un droit fondamental? Où commence la liberté, où commence la loi, où commence la foi et où commence la protection des enfants? Et là, on voit où Christian Mungiu veut en venir. Fjord parle d'un monde contradictoire. Je prends pas trop de risques à dire que la Norvège est un pays progressiste. Je l'ai dit plus tôt, mais la question de genre est enseignée à l'école, ce qui est toujours un énorme débat en France. Ils sont aussi avancés sur de nombreuses questions sociales, et notamment sur la protection des enfants et tout ce qui concerne les châtiments corporels. Question qui, malgré les interdictions, fait toujours un peu débat. Ce n'est pas rare d'entendre dire est-ce que vraiment une fessée c'est si problématique, quand d'autres vont dire qu'une fessée reste un châtiment corporel, que c'est une forme de violence et que ça peut être traumatique pour l'enfant. Et paradoxalement, la justice norvégienne, en cherchant à protéger ses enfants, elle s'immisce dans l'éducation des parents et dans leurs croyances. Ce qui sera notamment appuyé au procès par plusieurs remarques du procureur, par exemple. Lorsque l'on prône le vivre ensemble, le progressisme, ça implique d'accepter tout le monde, y compris des gens qui ont des modes de vie et des modes de pensée différents des nôtres. Mais du coup, y compris des gens qui estiment que le châtiment corporel sur les enfants est acceptable, y compris des gens qui pensent que l'homosexualité est un péché. Le progressisme implique-t-il d'accepter le traditionnalisme? Le film montre comment ces limites se ressentent dans tous les aspects de la société. Les Giorgio sont acceptés par la communauté bien qu'ils soient évangélistes, mais dès lors qu'ils sont soupçonnés de battre leurs enfants, tout cela se retourne contre eux, ils sont victimes d'a priori et de préjugés. Communauté qui est assez petite, donc tout le monde se connaît, donc dès lors qu'une personne se retourne, ça fait effet boule de neige très rapidement, isolant complètement les Giorgio et accentuant leur aspect étranger. Pour la protection des enfants, on n'hésite pas à les retirer immédiatement à leurs parents, y compris le plus petit qui est encore allaité. Et attention, on ne va pas les placer ensemble, ils sont séparés dans 3 lieux différents. Tandis qu'à l'école ou à leur travail, tout le monde faisait l'effort de parler en anglais, les procédures se passent uniquement en norvégien, donc le père qui n'y capte que dalle est obligé de se faire tout traduire par sa femme. Même une simple déposition se retourne contre eux parce que le père doit lire ce qu'il vient de dire, donc le document est en norvégien, mais en plus, certains mots sont résumés, certaines expressions sont facilitées, changeant légèrement le sens. À leur dépens évidemment. Mais surtout la question qui revient tout le long du procès, où sont les gosses? C'est fou que pour leur protection, ils ne soient pas là, on ne leur demande pas de témoigner, on ne leur demande même pas leur avis sur ce qu'ils veulent à l'avenir. Ils sont les plus lésés, et ça par les deux parties, comme on le verra juste après. Mais le scénario va encore plus loin en ne montrant pas seulement les limites, mais aussi le fait que ces sociétés cachent peut-être les mêmes travers que ces intégristes. Par exemple, c'est l'aide à l'enfance qui demandera à la mère
Par exemple, c'est l'aide à l'enfance qui demandera à la mère de quitter son travail pour rester à la maison et s'occuper des enfants. Ce que l'on attendrait pourtant d'une vision plus traditionnelle. Le fait de voir cette même aide à l'enfance, les professeurs, les juges suivre stricto sensu ce qu'il y a décrit dans la loi, ça donne presque un côté intégriste aussi. Ils appliquent simplement ce qui est écrit sans chercher à réfléchir ou à essayer de voir au-delà. Ou alors le voisin qui lors d'une scène va être poussé à bout par sa fille va donner un coup de poing sur la table, montrant que chez lui aussi il y a une forme d'agressivité et que potentiellement une baffe aurait pu partir. Voisin qui d'ailleurs englobe tous les questionnements du récit. Le père est celui qui est le plus dans le respect de la loi et dans la confiance au système. La mère qui est une ancienne avocate qui était restée à la maison pour s'occuper de sa belle-fille et de son beau-père va finalement prendre parti pour les Giorgio et reprendre du service pour les défendre. Et j'adore ce qu'il a fait avec la fille. Durant la première partie, quand bien même elle se lie très vite d'amitié avec les aînés Giorgio, elle est arrogante, elle est insupportable, elle les pousse à faire des bêtises, à sortir la nuit. Franchement, j'avais envie de la baffer. Oh, mais dans la seconde partie, ce côté beaucoup plus rebelle va de pair avec un total soutien envers la famille. Elle va remettre en cause les méthodes du système pour gérer cette situation. Et puis c'est elle qui va ouvrir les Giorgio à la nouvelle technologie, leur prêter un téléphone, leur faire écouter de la musique. Donc bizarrement, bien qu'entre la première et la seconde partie, elle n'ait pas vraiment de changement de caractère, vu que cela s'applique à une situation différente pour laquelle on est plus dans l'accompagnement, bah là, bizarrement, elle passe mieux. Comme quoi, tout est question de point de vue. Et Munju montre que les enfants sont déjà plus en avance sur certains points, ou en tout cas, vu qu'on les a éduqués dans le progressisme, eh bien, ils ont peut-être plus accepté l'idée que, effectivement, le progressisme, c'est accepter des personnes différentes, mais aussi échanger et partager. Et j'aime bien la façon dont Munju va illustrer l'escalade de cette situation par la métaphore de l'avalanche. À deux reprises, tandis qu'on a un plan large sur l'école, on va avoir dans le fond un début d'avalanche. Donc déjà, l'idée qu'une petite couche de neige va finir par en emporter encore plus, jusqu'à devenir une force inarrêtable et destructrice, ça a du sens dans ce film. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est de voir la réaction des habitants du village face à une telle situation. Il reste extrêmement calme et dit juste bon bah écoutez les enfants, on va rentrer dans les abris et basta. Voir qu'un danger aussi imminent ne les effraie pas, mais par contre qu'un petit bleu peut leur faire péter un câble, ça en dit beaucoup. Cela dit, depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de la critique du système norvégien, de leur apparent progressisme et de leurs limites, et on pourrait croire que le film a tendance à être anti-progressiste. C'est pas du tout le cas. Certes, par plusieurs des remarques, par les méthodes assez froides du système qui se dit pourtant protecteur des enfants, on a de l'empathie pour les Giorgio. Évidemment que lorsqu'on leur retire leurs enfants, ça fait de la peine. Évidemment que lorsqu'on les voit s'effondrer chacun de leur côté, aussi. Je pense notamment à une scène où tandis que la mère est en train d'emmener son bébé, le père lui reste à la maison à la fenêtre et va d'un seul coup s'effondrer alors qu'il reste assez stoïque tout le long. L'occasion de dire que tout le casting est absolument magistral et ce jusqu'aux enfants. Renata Rensve livre une performance absolument incroyable, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de la voir plus dans ce type de rôle et de film. Celui qui m'a vraiment étonné, c'est Sebastian Stan. Quand bien même il essaye pas mal de tourner dans des films d'auteur, d'avoir des rôles assez différents, on l'a vu avec Aitonia, le film sur Donald Trump, je dois avouer que là, il m'a scotché. Et pour en revenir au personnage, une fois qu'on leur a retiré leurs enfants, on voit qu'ils vont essayer de faire des efforts. Ils vont parfaitement accepter les procédures, ils vont pas essayer de trop se rebeller, ils vont prendre des cours contre la colère. Mais, et c'est un gros mais, quand bien même on a de l'empathie pour la situation, c'est difficile de les apprécier. Même en mettant de côté la possibilité de frapper leurs enfants, leur mode de vie, leur éducation, pour pas dire leur embrigadement, est difficilement acceptable. Surtout quand les enfants, par le prisme de la fille de la voisine ou de leur famille d'accueil, commencent à s'ouvrir. Ils n'ont évidemment absolument aucun problème à revendiquer leur homophobie, ils disent juste que c'est leur croyance et que c'est comme ça. Certes, ils font des efforts pour récupérer leurs enfants, mais est-ce qu'ils regrettent vraiment? Est-ce qu'ils ont vraiment compris que leur façon de faire n'est pas la bonne? Et encore là, ce que je viens de dire, c'est un jugement. Et lorsque l'affaire commence à prendre plus ampleur, les soutiens qu'il reçoit, compliqué. On est tiraillé. Personnellement, n'étant pas religieux, je déteste la façon dont ils éduquent leurs enfants. Mais de ce que je vois, de ce que l'on me montre, je suis obligé d'avouer qu'ils ne font rien de mal dans l'absolu. Et du coup, toutes les questions que l'on se pose sur la société norvégienne, elles nous reviennent en pleine poire. Fjord pousse à nous questionner sur notre propre morale. Pour parler de moi 2 secondes, je me considère comme quelqu'un d'ouvert et progressiste sur nombre de sujets. Pourtant, la religion, c'est un sujet sensible que j'ai même plutôt tendance à rejeter. Donc, suis-je vraiment aussi progressiste et ouvert que je le dis? En un sens, oui, puisque je rejette des idées d'un autre temps qui excluent des communautés. Et d'un autre non, puisqu'être ouvert signifie respecter l'existence de l'autre, quel qu'il soit. C'est fort d'arriver de parler de tout cela de façon assez subtile et passionnante, dans un film qui pourtant prend énormément son temps, qui est bavard. Munju va favoriser des plans séquences assez longs qui laissent la place aux acteurs, au dialogue, qui laissent aussi s'installer une vraie tension et un côté très vénéneux. Et quand bien même la mise en scène n'est pas ultra voyante, on parlait des plans séquences, ce sont surtout des plans fixes, elle est malgré tout très fine. Au-delà de certains plans que je trouve absolument magnifiques, je pense surtout à celui du grand-père du voisin qui est sur un pont en bois. La scène qui m'a marqué le plus est la scène où on annonce à la mère le début de la procédure et où, au départ,
Elle va être d'un côté, tandis que les deux femmes de l'aide à l'enfance vont être de l'autre, donc comme un face-à-face. Et ensuite, on va se mettre dos aux deux femmes et la mère va se retrouver littéralement emprisonnée entre elles. Munju sait également très bien mettre en valeur la nature, ces fameux fjords, ces grandes étendues magnifiques qui émerveillent, qui se révèlent dangereuses et froides. Et malgré ces 2h30, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Parce que absolument tous les éléments sont nécessaires et ont un sens. Chaque argument d'un camp est immédiatement contrebalancé par l'argument d'un autre camp, et Munju opère donc un sacré match de tennis dans lequel il n'y a aucun gagnant. D'autant plus quand le réel n'est pas dans le jugement. J'ai pas cette sensation qu'il y avait une volonté de taper sur tout le monde et d'avoir un côté assez misanthrope. Je pense qu'il est vraiment sincère dans ses questionnements. En un sens, c'est même assez couillu à une époque où tout le monde se radicalise sur ses idées, où une phrase de travers peut nous valoir d'être cataloguée, et je m'inclus dans le tout le monde, de rappeler que l'on vit dans un monde bien plus complexe qui ne peut se résumer à une vision binaire. C'est pour ça que le film va en agacer certains, et ceux des deux côtés. Ceux qui se disent progressistes, et encore une fois je m'inclus, se retrouvent face à leurs contradictions, mais ceux de l'autre côté sont tout aussi emmerdés parce que soit ils se mettent du côté de la justice et donc du progressisme et dénoncent les dérives religieuses, progressisme qu'ils ont normalement en horreur et religion, ici la chrétienté, qui est directement liée aux racines qu'ils défendent, soit critiquer cette hypocrisie du progressisme et donc dénoncer le traitement que subissent les Georgiou. Mais dans ce cas, si tu le fais pour une famille chrétienne en Norvège, pourquoi tu ne le ferais pas pour une famille musulmane en France? Fjord, c'est un petit bijou d'écriture maîtrisé de A à Z. Malgré son sujet casse-gueule, il parvient toujours à respecter son cap de vraiment circuler entre les camps sans jamais prendre parti. C'est d'une intelligence absolument incroyable. Un film certes théorique, mais qui est accessible au grand public, qui n'est pas âpre. Attendez-vous à le retrouver dans mon top de fin d'année et il va être sacrément bien placé. Et pour le coup, ça m'a vachement donné envie de découvrir les autres films de Munju. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Merci de liker, partager, ça aide beaucoup. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films. Bye.